Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour Réfoy, votre rendez-vous santé mardi soir 21h. Nicolas Rafale au micro de Radio J et en compagnie du docteur Serge Rafale. Bonsoir Serge. Bonsoir Nicolas. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir ce soir dans notre magazine Serge Erkberg, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, un des plus grands épidémiologistes et nutritionnistes français pour son ouvrage Mange et tais-toi, publié chez Humaine Science, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire. Vous y racontez, bonsoir professeur Erkberg. Bonsoir. Vous y racontez le long et douloureux affrontement, parfois la bataille de chiffonnier que vous avez dû mener avec votre équipe contre l'industrie et les lobbies pour réussir à imposer le Nutri-Score, dont on va parler à maintes reprises bien sûr dans cette émission et dont vous nous expliquerez l'intérêt et l'utilisation fort simple, mais qui déroute pourtant parfois les consommateurs. Docteur Serge Rafale, vous profiterez bien de la présence du professeur Herbert pour évoquer le PNNS. On va tout savoir dans quelques instants, dont vous avez été professeur, le président pendant plusieurs années, et deux grandes études scientifiques, Suvimax et Nutrinet Santé, que vous avez initiées et pilotées, qui participent à la renommée de l'École française de nutrition et de recherche en santé publique. Quand un Serge parle à un autre Serge, eh bien, ça nous donne l'entretien de 25 minutes. Bonsoir à tous les deux. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Herberg, bonsoir. Je suis très honoré de vous recevoir à nouveau ce soir dans notre magazine pour, je dirais, l'ensemble de votre œuvre en faveur de l'alimentation des Français et pour votre dernier ouvrage coup de poing, Mange et tais-toi, dont le titre s'adresse, me semble-t-il, aux lobbies qui ont tout fait, vraiment tout et bien au-delà, pour s'opposer à votre initiative de Nutri-Score, un code chiffres et lettres à poser sur les emballages pour informer le consommateur de la qualité nutritionnelle de son achat. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Mange et tais-toi, c'est un peu la vision qu'ont les industriels ou qu'ils ont eu pendant très longtemps et ont encore pour les consommateurs. Mange et ne te pose pas de questions. Puis pour les scientifiques, mange et surtout ne me pose pas de questions. Donc ne nous embêtez pas, laissez-nous vendre nos produits en toute tranquillité. Et c'est là où les scientifiques ont leur mot à dire. Alors vous expliquez que jusqu'à 1960, en gros, la nutrition n'existe pas comme discipline médicale. Oui, tout à fait. On a une vision de la nutrition liée aux grands problèmes de malnutrition qui ont émaillé l'histoire de nos civilisations. Et donc, après les pénuries de la Seconde Guerre mondiale, on a pensé que les problématiques de nutrition avaient disparu. Et c'est dans les années 60-70 qu'on commence à comprendre que la nutrition est un déterminant majeur de la santé. Alors, vous initiez plusieurs études. Alors, la première, nommée dans le livre L'âge de fer, est une étape importante de votre carrière, car vous expliquez que ce sont vos premiers pas en méthodologie nutritionnelle. Oui, c'est-à-dire que je venais de l'époque de Médecins sans frontières, donc j'ai travaillé beaucoup dans les pays en voie de développement où les problèmes de carence en fer, d'anémie ferriprive, d'anémie liée au manque de fer étaient très importantes. Et quand je suis rentré en France, le patron que j'ai eu à l'époque, mon mentor, le professeur Henri Dupin, m'a fait travailler sur les carences en fer dans les pays industrialisés, en pensant que les problèmes de l'alimentation auxquels on était confrontés n'étaient pas aussi sérieux qu'en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais que des déficiences en fer pouvaient intervenir et avoir des conséquences néfastes sur la santé. C'est comme ça que j'ai lancé les premières études et que je me suis initié à l'épidémiologie. Et puis, vous apprenez le système D, parce que vous organisez un premier colloque international, mais sans moyens financiers, sans appui, il faut être très inventif. Alors, oui, on avait très peu de moyens, une petite équipe de recherche, une discipline assez peu reconnue à l'époque, et donc, pour un peu faire connaître nos travaux, on a fait preuve d'imagination, et en utilisant un certain nombre de stratagèmes, on a lancé un grand colloque international sur ce problème des déficiences en fer, ce qui a permis de faire connaître les travaux français au niveau international. C'est amusant, dans votre livre, on se rend compte, vous allez voir même Jacques Séguéla. Ben oui, c'est-à-dire quand on a
peu de moyens, peu de compétences au départ sur certains problèmes, on essaye de faire appel à d'autres types de compétences. Et lorsqu'on lance une étude pour laquelle on veut recruter des volontaires, par exemple, dans les années 80, on ne savait pas si ça pouvait marcher. Et donc, personne n'ayant la compétence, avec mon équipe, ma petite équipe, je me suis dit que la seule façon d'avoir un avis, c'était de voir un publicitaire qui connaissait un petit peu les réflexes de la population. Et c'est à lui que j'ai posé la question, est-ce qu'on peut lancer une grande étude épidémiologique en appelant au volontariat d'un grand nombre de nos concitoyens? Il vous donne un conseil sage, finalement. Alors, il me donne... Utilisez le papier en tête du CNAM. Voilà, il me donne 2 conseils. Soyez comme vous êtes, c'est-à-dire chercheur, soyez l'interlocuteur direct. Ne prenez pas une agence de communication. Si vous en prenez une, prenez la mienne, mais je suis beaucoup trop cher pour vous. Donc, utilisez votre spontanéité pour contacter les médias, les journalistes. Et c'est comme ça qu'en effet, depuis toujours. Vous avez toujours donné de votre personne. Voilà, j'ai essayé de répondre un peu aux attentes des journalistes et j'ai communiqué avec eux avec les moyens que les scientifiques n'ont pas, avec des beaux Bristol, des beaux papiers, des cocktails ou autres, mais du papier en tête de l'université ou du Conservatoire national des arts et métiers, et puis un café au lieu d'un grand cocktail au moment de nos conférences de presse. Votre première grande étude, c'est le Val-de-Marne. On verra que c'est une petite par rapport aux autres, puisque vous avez monté, mais c'est la première enquête nutritionnelle sur l'alimentation des Français, en fait. Oui, c'est en 1988 que on a décidé de mettre en place une étude sur un échantillon représentatif de la population du Val-de-Marne. Alors, c'était un peu plus de 1000 sujets, mais à l'époque, c'était considérable pour nous, puis c'était très nouveau en France, parce qu'il n'y avait pas d'études épidémiologiques dans le champ de la nutrition. Et là, c'est une étude qui nous a permis d'évaluer les apports alimentaires de la population, faire des prélèvements sanguins pour connaître leur statut nutritionnel, et donc commencer ce chemin de persuasion que la nutrition était un élément qu'il fallait prendre en considération en santé publique. On a du mal à l'imaginer maintenant, parce que vous faites par Minitel. Là, maintenant, on a des ordinateurs, on a des téléphones portables, et là, vous êtes quasiment obligé d'aller voir les gens, de les appeler les uns après. Oui, à l'époque, c'était la préhistoire. Au début, c'était même des enquêteurs qui allaient à domicile, donc c'était compliqué, extrêmement cher. Après, dans les autres enquêtes, on est passé au Minitel, et puis depuis Internet, on utilise beaucoup Internet, même si au départ, lorsqu'on a lancé par exemple l'étude Nutrinet Santé, Internet était encore considéré comme quelque chose de non scientifique, et beaucoup de nos collègues étaient un peu réservés, sceptiques sur l'utilisation, alors que maintenant, c'est un outil vraiment au service de la science. On en vient, après l'étude du Val-de-Marne, à Suvimax, qui est une étude importante. D'ailleurs, on a eu le sentiment à un moment donné qu'on pouvait être à l'origine de la maladie. Les résultats vous ont peut-être déçus? Alors, c'est une époque où il y avait toute une théorie sur le rôle des antioxydants, ces vitamines et minéraux qui s'opposent à l'accumulation de ces fameux radicaux libres que l'on fabrique dans nos cellules à partir de l'oxygène, qui nous aident à combattre des virus, des bactéries, des agressions, mais qui, lorsqu'ils s'accumulent, peuvent favoriser la cancérogénèse. Donc, il y avait une hypothèse très forte. Est-ce que si on prend des vitamines et des minéraux antioxydants, on peut réduire le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et tout un tas d'autres maladies chroniques? Et c'est ce que l'on a essayé de tester. Alors, avec des doses nutritionnelles, évidemment, c'est difficile de distribuer, mais des oranges, des pommes ou des fraises à population. À 15 000 personnes, surtout. À 15 000 personnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un comprimé qui reproduisait ce qu'il y a à l'intérieur d'une alimentation équilibrée en fruits et légumes, ou l'équivalent de 5 fruits et légumes, un placebo, et on a surveillé 15 000 personnes pendant 8 ans, la moitié recevant la pilule avec les antioxydants, l'autre moitié ne recevant qu'un placebo. On a regardé le placebo est aromatisé, professeur Herzberg, pour que les participants aient le sentiment qu'ils ont le produit actif et pas le placebo. Tout à fait. Vous savez, en science, il faut faire preuve aussi de persuasion. Et on se doute que les personnes qui se disent pendant 8 ans, je vais prendre un placebo, j'ai une chance sur 2 d'avoir un placebo, je ne sais pas dans quel groupe je suis, vont tenter de savoir dans quel groupe ils sont. Et donc, ce que l'on s'est dit, c'est que pour beaucoup de personnes, la vitamine C, c'est lié à l'orange. Et donc, ils vont peut-être goûter un peu l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de leur gélule. Donc, on a parfumé avec un arôme à l'orange pour permettre que les personnes qui avaient un placebo croient être dans le groupe
ayant les vitamines et minéraux antioxydants et continue l'étude. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On a eu un très bon suivi dans cette étude qui a été la première grande étude d'intervention, 8 ans, 15 000 personnes. 15 000 personnes, 100 000 qui ont servi pour les sélections, ça a duré 8 ans et les résultats ont été communiqués sur le central de Roland-Garros. Alors tout à fait, donc nos résultats qui montraient tout de même un effet chez les gens qui étaient déficitaires en antioxydants, qui ne mangeaient pas suffisamment de fruits et légumes, les hommes particulièrement, l'apport supplémentaire d'antioxydants était efficace pour réduire le risque de cancer et ça a débouché d'ailleurs sur la recommandation au moins 5 fruits et légumes par jour, car l'idée c'était pas une pilule miracle, mais plutôt de véhiculer un message vraiment de santé publique. Et ça a été rendu public dans une grande manifestation. On a invité nos 15 000 volontaires. On a eu la chance que Roland-Garros nous autorise à inviter nos volontaires pour une espèce de grand spectacle, science, et puis aussi plaisir de se retrouver tous ensemble. Alors, étude profitable plus pour les messieurs que pour les dames. Et votre hypothèse, c'est que le statut nutritionnel de nos compagnes est meilleur que celui des messieurs, c'est ça? Voilà, à l'époque, les femmes consommaient plus de fruits et légumes que les hommes. Donc, quand on regardait dans leur sang, leur statut biologique en antioxydants était meilleur. Celui des hommes était plus faible. Le fait d'apporter les vitamines et les minéraux à dose nutritionnelle, donc l'équivalent de fruits et légumes, a permis de remonter le statut nutritionnel des hommes en antioxydants et donc leur permettre d'avoir un bénéfice, les femmes ayant déjà ce bénéfice par le rapport spontané plus important que celui des hommes. Vous expliquez dans votre livre qu'il est très très important d'avoir des objectifs qui sont des objectifs clairs, atteignables, vérifiables, avec des indicateurs définis à l'avance. Et vous citez comme contre-exemple l'OMS qui dit la santé pour tous. Oui, c'est-à-dire que quand on veut traduire les connaissances scientifiques en recommandations, il faut être attentif à ne pas donner des recommandations qui soient trop floues. Et c'est vrai que la santé pour tous, en l'an 2000, qu'on a entendu au début des années 80-90 par l'OMS, c'était quelque chose non vérifiable. Donc ce que l'on a préféré dans le développement des propositions en France pour une politique nutritionnelle de santé publique, c'est fixer des objectifs qui soient chiffrés dans le temps, atteignables, mesurables et qu'on peut vérifier. Alors, derrière Suvimax, vous lancez Nutrinet Santé, qui est Suvimax à plus grande échelle parce que on dispose maintenant d'Internet. Tout à fait, c'est que Suvimax déjà apportait beaucoup d'informations, mais ne permettait pas d'aller assez loin parce qu'il faut travailler, quand on est sur les relations alimentation-santé, sur vraiment un très grand nombre de personnes, pouvoir collecter beaucoup d'informations. Et l'avènement d'Internet a permis d'intégrer une nouvelle façon de collecter des données, de pouvoir toucher un très grand nombre de personnes. Et donc Nutrinet Santé a permis de collecter, permet au corps toujours de collecter des informations sur plus de 170 000 personnes qui répondent par Internet à des questionnaires réguliers sur leur alimentation, la santé, tout un tas d'autres facteurs qui interviennent sur le déterminisme du risque de maladie. Ce sont des personnes qui vont continuer à être suivies longtemps ? Tout à fait. On a lancé une grande campagne d'appel à l'adhésion au volontariat en 2009. On a eu plus de 160 000 personnes qui sont manifestées. On continue à faire appel au volontariat, donc tout le monde peut encore s'inscrire et ça permet d'avoir comme cela une base de données gigantesque enrichie par les nouvelles inscriptions et qui nous permettent d'aboutir à des résultats sur l'alimentation et la santé qui viennent orienter les politiques publiques de santé. Vous dites donc les gens peuvent encore s'inscrire sur Nutrinet Santé. Tout à fait, il suffit d'aller sur le site études-nutrinet-santé.fr et on peut encore s'inscrire et à chaque fois qu'on a de nouveaux inscrits, ça permet de regarder les comportements alimentaires aujourd'hui par rapport à 2009, puisqu'on continue aussi à suivre les volontaires qui sont rentrés dans l'étude dès 2009. Alors, un mot sur le PNNS, qu'on cite nous souvent ici, le programme Nutrition Nationale Santé, qui émet un certain nombre de recommandations. Donc, bien évidemment, à la suite des études que vous avez faites, que ce soit Suvimax, Nutrinet Santé, voilà, vous émettez un certain nombre de recommandations. Et là, très vite, ça va chauffer un petit peu. Ben oui, c'est-à-dire qu'en 2001, la France met en place le programme national nutrition santé, qui était une proposition du Haut Conseil de la santé publique, dans lequel j'avais contribué à
fournir un certain nombre d'éléments. Et cette politique nutritionnelle de santé publique propose des mesures, des actions dont certaines vont déplaire aux industriels, aux distributeurs. Et donc, très rapidement, on va avoir face à la santé publique des lobbies qui vont intervenir pour essayer d'empêcher que se mettent en place des mesures qu'ils considèrent aller à l'encontre de leur intérêt. Alors nous, on ne le sait pas, mais vous expliquez dans le livre, il était très très important pour le président du PNNS que ça dépende du ministère de la Santé et pas de celui de l'Agriculture. Oui, pendant très longtemps, la santé publique, dans le champ de la nutrition, a été gérée par le ministère de l'Agriculture, qui a une proximité quand même beaucoup plus grande avec les industriels, les producteurs. Donc, lorsqu'il a fallu arbitrer en 2000 pour mettre en place le programme national nutrition santé, nous avons beaucoup poussé pour que l'arbitrage se fasse de façon favorable au ministère de la Santé, qui évidemment est plus préoccupé par la santé des consommateurs que par simplement l'économie des grands groupes agroalimentaires. Alors, quelques critiques. Les noms d'oiseaux, vous les aurez après. Les menaces, vous les avez encore. On vous accuse d'être hygiéniste, d'avoir une démarche stigmatisante, anxiogène, tyrannique, culpabilisante. Et surtout quand vous vous attaquez aux pubs télé. Oui, tout à fait. Dès qu'on veut toucher à des mesures qui vont, en effet, vont être particulièrement néfastes pour des cibles comme les enfants ou les populations défavorisées, eh bien, les lobbies utilisent des éléments de langage. Et c'est vrai qu'ils essayent de faire croire que les scientifiques, tous ceux qui veulent pousser à des actions de santé publique, sont des gens qui veulent empêcher le plaisir. Donc, on a vu des grandes campagnes où on voyait, lorsqu'on a voulu s'attaquer au sucre, simplement en rappelant qu'il ne faut pas consommer du sucre en excès, ce qui est aujourd'hui une banalité, les fabricants de produits sucrés ont fait des grandes campagnes dans les médias, laissant entendre qu'on allait mettre en prison les grands pâtissiers. Des affiches qui voudraient vivre dans un monde sans sucre, vous expliquez. Tout à fait, avec des gentils glaciers poursuivis par la police. Donc on essaye de faire croire que nous sommes des ayatollahs, moralisateurs, hygiénistes, qui essayent de réglementer le contenu de nos assiettes et d'empêcher le plaisir, ce qui est bien sûr totalement faux, mais c'est une tentative de décrédibilisation que les lobbies utilisent toujours dans leur stratégie. Et là, donc, on arrive au Nutri-Score, l'affrontement qui est un affrontement dantesque. Et vous expliquez d'ailleurs, pour la première réunion à l'Assemblée ou avec Marisol Touraine, vous avez le sentiment de tomber dans une embuscade. Alors oui, en 2013, la ministre de la Santé me demande un rapport pour relancer la politique nutritionnelle de santé publique. Je fais 15 propositions après avoir écouté beaucoup de mes collègues, vu toutes les expériences. Elle en retient une, le Nutri-Score, en disant ça va être extrêmement difficile, mais on va essayer de se battre pour celle-là. Une sur 15, c'est déjà pas mal quand on fait de la santé publique. C'était le logo 5 couleurs à l'époque, À l'époque, ça s'appelait le logo 5 couleurs, et là, ça va être vraiment une grande difficulté. Et dès les premières réunions, par exemple au Conseil national de l'alimentation, ça va être un haro sur la mesure, sur moi-même, et de très nombreux lobbies vont commencer à se mobiliser pour essayer de me décrédibiliser mes collègues et décrédibiliser la mesure. Et décrédibiliser les consommateurs, puisqu'ils envoient la responsabilité sur les consommateurs en disant il n'y a pas besoin de Nutri-Score, il suffit juste d'éduquer les consommateurs. Tout à fait. L'argument, c'est souvent de dire il n'y a pas besoin de mettre des mesures qui sont contraignantes pour nous, il suffit simplement que le consommateur se responsabilise, comme s'il était souverain, alors qu'il y a toute une publicité qui le pousse à manger des aliments plutôt gras, sucrés, salés, ou qu'il n'y a aucune information compréhensible sur les emballages des aliments. Donc, vraiment, le combat va être très difficile entre ce discours tenu par les lobbies, laissez-nous tranquilles, les consommateurs doivent être responsabilisés et c'est tout, et puis tous ceux qui veulent mettre en place des mesures politiques qui vont vraiment aider les consommateurs à faire leur choix alimentaire et à mieux comprendre la qualité nutritionnelle des aliments. Sans citer des noms, on se rend compte que des élus locaux défendent les produits de leur terroir. Alors, ce qui se passe toujours avec les lobbies, c'est qu'ils s'appuient sur des relais politiques. Alors, le ministre
de l'agriculture, traditionnellement, qui est en effet proche des enjeux économiques, mais également des élus locaux qui sont soit des zones de production, de charcuterie ou de fromage, qui n'ont pas trop envie... De foie gras, de rillettes, etc. Donc, ils n'ont pas trop envie de jouer sur la transparence, ou qui ont des usines, de grands groupes agroalimentaires, pour lesquels ils ont des contacts et ils vont parfois œuvrer pour essayer d'empêcher la mise en place de ces mesures. Alors, vous proposez donc ce Nutri-Score, c'est entériné, je crois, en 2017, donc ça fonctionne depuis 6 ans, avec des difficultés. Certains industriels n'ont toujours pas accepté le principe. Oui, c'était en 2017, après 4 années d'une bataille vraiment terrible, que je raconte dans mon ouvrage, où il y a vraiment une lutte incessante pour bloquer, brouiller, proposer des alternatives, détricoter les mesures. En 2017, le Nutri-Score est adopté, parce que là, vraiment, la science a vraiment permis de fournir tous les éléments, puis les consommateurs sont également extrêmement demandeurs. Il est adopté, mais il est adopté de façon non obligatoire parce qu'il y a une réglementation européenne, d'ailleurs poussée par les lobbies au milieu des années 2000 et mise en place en 2011, qui empêche les États membres de l'Europe de proposer un logo d'information nutritionnelle sur la face avant des emballages des aliments. Donc, il est présent, le Nutri-Score, que si les industriels acceptent de le faire, ce qui va encore poser un certain nombre de problèmes. La majorité des produits sont maintenant avec un Nutri-Score. Il y a quelques catégories qui n'en font pas partie. Alors, il y avait 0 industriel en 2014. En 2017, quand il est adopté, ils sont 6. Puis il y en a eu 15, 30, 100. Aujourd'hui, grâce à la pression sociétale, la médiatisation, grâce à la science... Est-ce que les gens vont acheter grâce au Nutri-Score? Absolument. Les associations de consommateurs militent et poussent aussi à ce que les gens choisissent en fonction du Nutri-Score. Eh bien, on a plus de 900 industriels qui ont adopté le Nutri-Score. Ça représente à peu près 60% du marché, mais il y a encore des grands groupes agroalimentaires, Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars ou Mondelez, qui continuent à combattre Nutri-Score, et puis les fabricants de charcuterie et de fromage qui n'ont pas envie de jouer cette transparence qui est pourtant un droit des consommateurs et un devoir des industriels. Alors, on le comprend quand on s'intéresse au Nutri-Score, un certain nombre d'aliments. Vous allez nous expliquer. Alors, le Nutri-Score, c'est des couleurs et des chiffres. Alors, ça va du vert foncé au jaune orangé, c'est ça? Alors, ça va du vert au rouge, pour faire simple. Même vous n'avez pas voulu mettre le rouge, je crois. C'est trop stigmatisant. Les ministères ont préféré appeler ça orange foncé avec pudeur, mais c'est quand même très très proche du rouge. Donc, du vert au rouge, de A à E. Un logo graduel. Les produits qui sont plutôt verts A ou B sont plutôt de meilleure composition nutritionnelle. Ceux qui sont classés D ou E, orange foncé, rouge, sont des moins bonnes qualités nutritionnelles, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'en consommer. Mais simplement, ça permet vraiment aux consommateurs de pouvoir juger de la composition nutritionnelle d'un simple coup d'œil au moment de son acte d'achat et de comparer les produits entre eux. Mais une erreur fréquente, une question qui nous est posée en consultation, à laquelle bien sûr vous avez été confronté, c'est que les patients, les consommateurs ne comprennent pas. Alors, ils choisissent la meilleure des huiles d'olive et elle est en C. Donc, et vous expliquez, elle ne peut pas être en A ou en B. Les fromages sont tous en D ou en E. Les charcuteries sont en D ou en E. On discutait tout à l'heure du chocolat. Le chocolat ne peut pas être en A ou en B. Oui, Nutri-Score n'invente rien. Il ne fait que reprendre les éléments de la composition nutritionnelle qui d'ailleurs figurent de façon illisible pour la population sur le tableau, sur la face arrière des emballages. Donc, s'il y a des graisses saturées, s'il y a du sel, s'il y a du sucre, s'il y a des calories, eh bien, le produit sera plutôt mal classé. Mais en valeur relative, c'est-à-dire, si vous regardez les huiles, aucune huile est A, parce que quand même, c'est 100% de matière grasse. Mais ce qui est intéressant avec le Nutri-Score, c'est que l'huile d'olive est classée C. C'est la meilleure catégorie aujourd'hui possible pour une huile par rapport à d'autres huiles, comme l'arachide ou le maïs qui va être classé D, ou l'huile de palme qui sera classée E. Donc ça permet en valeur relative tout de suite de savoir, non pas qu'en valeur absolue, il faut attacher une importance majeure au Nutri-Score, mais en valeur relative, voir quel est le meilleur Nutri-Score et choisir plutôt un produit mieux classé sur l'échelle du Nutri-Score. Il faut savoir que quand même le Nutri-Score va évoluer, que les derniers travaux scientifiques qui ont
permis, une mise à jour fera basculer l'huile d'olive en B. Elle sera jamais A, mais elle sera B, qui est la meilleure catégorie pour une huile. Et même C aujourd'hui, c'est la meilleure catégorie pour une huile. Et pour les fromages, eh bien, c'est DE, parce que c'est des graisses saturées, du sel, des calories. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut dire qu'il ne faut pas en manger en quantité importante ou trop fréquemment. Pourtant, 3 fromages sont en C, des fromages italiens avec lesquels vous avez de gros soucis. Oui, vous avez raison. Parmi les fromages, il y en a qui sont un peu moins gras, un peu moins salés. Avec donc plus de flotte peut-être aussi. Alors, oui, tout à fait, mais qui sont sur le plan nutritionnel plus favorables. En serre, c'est des fromages plutôt italiens. La mozzarella, la ricotta. Bientôt, l'emmental va passer en C parce qu'il n'est pas trop gras et trop salé. Va passer donc en C. Ce qui est un élément important. Par contre, ce qui est, en effet, vous avez raison de le rappeler, étonnant, c'est que l'Italie, qui défend ses intérêts économiques et avec un gouvernement qui instrumentalise Nutri-Score, un gouvernement d'extrême droite qui est très utilisant des arguments de nationalisme culinaire ou gastronomique, fait croire que le Nutri-Score pénalise les produits made in Italy. Alors qu'on voit que pour les fromages, évidemment, Nutri-Score ne tient pas compte des frontières des pays d'origine et que c'est même les fromages italiens qui sont jusqu'à présent les mieux classés. Mais ça n'empêche pas l'Italie de véhiculer cette fake news. Et vous êtes un ennemi en Italie, presque. Alors oui, c'est-à-dire que les lobbies, vous savez, qu'ils soient politiques ou économiques, utilisent beaucoup la personnalisation pour essayer de faire croire qu'une mesure de santé publique est liée à une personne, et donc ils utilisent beaucoup l'argument que j'attaquerais moi personnellement l'Italie au travers du Nutri-Score. C'est bien sûr absurde. On s'aperçoit à la lecture de votre livre que ça a été un combat qui continue d'ailleurs, et que vous êtes en passe probablement de gagner. Alors, le combat aujourd'hui, il est européen pour que le Nutri-Score devienne obligatoire pour toute l'Europe. Il a été adopté par 6 autres pays en dehors de la France, mais l'Italie et quelques pays font pression sur la Commission européenne. Donc, le combat n'est pas encore gagné. C'est pour ça qu'on lance même des pétitions, qu'on continue les travaux scientifiques pour justifier que la Commission européenne retienne le Nutri-Score, qui est basé sur de la science et qui a un intérêt de santé publique. De quelle façon on peut vous aider, professeur Herberg ? Eh bien, déjà en signant la pétition qui est sur change.org, stop au lobby agroalimentaire, et il faut que le Nutri-Score devienne obligatoire en Europe. Et puis, ce que vous faites en m'invitant, en permettant de médiatiser un petit peu ces problématiques, est extrêmement utile pour mettre dans le débat public et que les consommateurs se mobilisent aussi, bien sûr au travers des pétitions, mais également dans leur choix alimentaire, en privilégiant plutôt des produits qui affichent le Nutri-Score par rapport à leurs concurrents qui ne l'affichent pas. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dr Serge Rafal, merci Professeur Serge Herberg. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire chez Humaine Science, et on continue de s'entretenir avec vous juste après une petite page de réclame. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה שאת מזל אריה, אני מזל מאזניים ובן אדם. Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour juste après la page de pub avec le livre important, l'ouvrage important Manger tais-toi du professeur Serge Erkberg aux éditions Humaine Science, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire. Fort de l'entretien que vous venez d'avoir avec le docteur Serge Rafale, on a un peu clarifié cette histoire de Nutri-Score. Effectivement, alors est-ce qu'on peut vous emmener un peu sur le terrain de la vie peut-être personnelle, professeur Serge Erkberg, une enfance Avec plaisir. vers la place de la République, dans le 10e arrondissement parisien, rue de l'Ancry. Des parents qui ont chacun un métier très très différent l'un de l'autre, hein, je crois, puisque le papa est dans la confection pour hommes et la maman dans la confection pour femmes. Hein, c'est ça. Absolument, avec une maman plutôt conseillère que travaillant directement dans la confection, mais jouant un rôle très important dans les choix aussi des modèles fabriqués. À la maison, on ne parle pas de la Shoah, mais elle est présente, elle est là, on vit, dites-vous, avec les fantômes. La religion se résume aux fêtes familiales, un objectif que les enfants fassent de belles études et ne reprennent pas l'atelier. Le déclic de conscience politique survient avec le naufrage du Titanic. Pas le fait qu'il coule lors de sa première traversée, puisque c'est 1912, mais que 37% des passagers de première classe décèdent, 59% de la deuxième classe décèdent, 75% de la troisième classe. Vous découvrez alors la lutte des classes et votre futur engagement professionnel ? Oui, tout à fait. Vous savez, c'était une époque pas très loin quand même des années d'hier où était très marquée par tous les grands héros de la résistance. Hein. Je traversais les rues, Alexandre Parodi, Jacques Bonsergent ou Max Dormoy. Et puis j'avais des grands héros qui sauvaient le monde, des bandes dessinées, Kit Carson, Palong Cassidy ou mes livres de la collection verte, hein, avec Jean Valjean, le comte de Monte Cristo. Et puis, dans une de ces lectures, j'ai découvert le naufrage du Titanic, et c'est vrai que j'ai découvert ce qui a été pour moi ma première étude épidémiologique, sans le savoir, à 12 ans, où j'ai pris conscience que le risque de mortalité n'était pas lié au hasard et que si on voyageait plutôt en première classe, on avait moins de risque de mourir dans d'un naufrage. Et donc j'ai proposé, soit on supprime les premières classes, soit on fait voyager tout le monde en première classe. C'était un petit peu naïf, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et ça m'a orienté à la fois, sûrement de façon inconsciente, mon choix professionnel futur, et puis mon engagement tout de même politique à cette époque. Et vous n'avez pas étudié alors, en rapport avec cette histoire du Titanic, une des raisons de la naissance de l'optimisme? Vous connaissez l'histoire? Non, ce sont les homards dans l'aquarium du Titanic. Au moment où le bateau coule, hop, ils sont libérés. Merveilleux, c'est une leçon d'optimisme. Absolument, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, puisque vous avez été élevé évidemment dans l'alimentation, on va en parler dans quelques instants avec Emma Scali, de ce rôle de l'alimentation dans le psychisme et dans le souvenir, nous comparer peut-être le strudel de la pâtisserie de la rue des Cordeliers et celui de votre maman, ou celui de la rue des Rosiers. Quel serait le Nutri-Score d'un bon strudel, selon vous? Écoutez, c'est un exemple typique où on ne doit pas tenir compte du Nutri-Score. Même avec un Nutri-Score Z, on peut en manger. Évidemment, on ne peut pas manger 3 strudels 2 fois par jour, mais ça montre bien que les plaisirs de l'alimentation ne sont pas contradictoires avec la santé. C'est un problème simplement d'équilibre. Quand on dit qu'un produit n'est pas favorable sur le plan de la santé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Mais le strudel, comme le bouillon avec les Knedler, ça, indépendamment du Nutri-Score,
À la maison, vous avez droit à la viande midi et soir, comme ça avait été le cas chez nous. Bien sûr, à cette époque, il fallait manger de la viande pour que l'enfant grandisse, prenne des forces et soit très intelligent. Alors, depuis, on a compris que c'était plutôt 2 fois par semaine. Limité, oui, pas trop souvent. Mais à cette époque, oui, c'était important. Et puis, pour mes parents, comme pour les parents, beaucoup d'enfants de cette génération et des familles décimées par l'Holocauste, il y avait vraiment une envie d'aider ces enfants, de les pousser et pousser à bien manger, bien grandir, bien grossir et faire des études. Et souvenez-vous, le gâteau ne faisait pas partie du repas. Il arrivait bien après avec le café, avec le thé, mais obligatoirement, il y avait toujours pommes ou fromage. Ah, absolument, tout à fait. Un mot sur le French Paradox, dont on s'est longtemps vanté. Il existe ou a été inventé par le lobby de l'agriculture, selon vous? Alors, on y a cru scientifiquement pendant un moment. On a pensé qu'en effet... Nous, en France, qui mangions très bien, buvions du vin, vendions du foie gras, etc., on faisait moins de maladies cardiovasculaires que les Américains, donc on était miraculeusement protégés par un espèce de paradoxe. On sait aujourd'hui que non, ça n'existe pas, mais c'est toujours utilisé, en effet, par certains producteurs, agriculteurs, et puis surtout par les fabricants, les producteurs de vin qui essayent de faire croire que c'est une réalité, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Alors un mot, c'est également dans votre ouvrage, vous racontez les légionnaires romains boivent l'eau qui sert à refroidir leur cuirasse. Est-ce que ça leur procure force et vigueur en référence au dieu Mars, selon vous ? Écoutez, c'est ce qu'ils croyaient tout au moins. Et c'est drôle parce que quand on parle en médecine de la carence en fer, on appelle ça toujours la carence martiale, par allusion au dieu Mars. Et c'est vrai que les légionnaires pensaient que le fer, déjà, était un élément important. Et ils avaient la croyance que simplement plonger un élément métallique, leur armure, leur casque dans l'eau, leur permettait d'avoir accès à du fer. Je ne sais pas si c'était très efficace, parce qu'ils n'ont quand même pas très très bien fini la civilisation romaine, mais c'était quelque chose qui a émaillé en effet l'histoire beaucoup des armées romaines. Alors pour nous qui entendons parler de médecine à longueur de temps, ça ne nous étonne plus, mais pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différences entre le Nutri-Score et Yuka ? Alors, en fait, l'application. Nutri-Score, c'est un outil qui mesure qui renseigne sur la composition nutritionnelle basée sur de la science. Yuka, c'est une application qui utilise en partie le Nutri-Score pour juger de la valeur santé des aliments en l'agrégeant avec d'autres éléments sur les additifs, est-ce qu'il y a des résidus de pesticides. Tout ça part d'une bonne volonté, mais je peux vous assurer que si on était capable de faire un élément scientifique qui réellement renseigne sur toutes les dimensions santé des aliments, la nutrition, la composition, les additifs et les résidus de pesticides, on l'aurait fait déjà, et l'OMS ou les grandes organisations internationales l'auraient fait. Donc Yuka va met un peu la charrue avant les bœufs, ça manque un peu de science et agrège des choses qu'on ne peut pas agréger ensemble. Bon, Yuka est utile parce que ça sensibilise les consommateurs, les politiques et les industriels, mais malheureusement, il manque un peu de science derrière parce que l'outil qui est fait est plus valide sur sa forme que sur le fond, même si on peut reconnaître que ça contribue tout de même à sensibiliser beaucoup les consommateurs sur ces problèmes. Vous expliquez qu'on ne peut pas tout mettre sur le Nutri-Score. Donc il y a le côté favorable qui va amener vers A, le côté défavorable qui va amener plutôt vers le E. Mais la concentration en antioxydants, les vitamines, tout cela ne figure pas. Et vous dites qu'il faudrait probablement un autre logo, enfin rajouter ou apposer un autre logo. Voilà, il est intéressant d'avoir un logo qui renseigne sur la composition nutritionnelle, qui a été validé. Il y a plus d'une centaine d'études scientifiques qui montrent que manger des aliments mieux classés sur le Nutri-Score c'est meilleur pour la santé. Est meilleur pour la santé, réduit donc le risque de maladie. Mais il y a d'autres dimensions santé dans les aliments. Est-ce qu'un produit a été ultra transformé, a eu des processus industriels, plein d'additifs ? On ne peut pas mélanger avec le Nutri-Score, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours dans la même direction, ça se chevauche souvent. Donc il faut mettre à côté du Nutri-Score une information complémentaire si un produit est ultra transformé, contient des additifs. Et pour ça d'ailleurs on propose de rajouter un bandeau noir autour du Nutri-Score pour les aliments qui sont ultra transformés, riches en additifs, et puis il y a le logo de l'agriculture biologique pour les résidus de pesticides. Mais malheureusement, on ne peut pas concentrer tout. Alors on reproche souvent au Nutri-Score de ne pas le faire, mais on aimerait bien pouvoir le faire, mais ça n'est pas scientifiquement valide de le faire, donc on propose graphiquement de fournir les informations complémentaires.
Alors, professeur Serge Erkberg, on vous garde avec nous parce qu'on a tellement de questions à vous poser qu'on aimerait vous en poser encore plein. Mais le temps passant, on va à présent dérouler le fil de nos chroniques et puis on vous redonne bien sûr la parole après ces chroniques et en fin d'émission, bien sûr, pour nos dernières questions. Voici la chronique suivante, alimentation et psychisme avec Emma Scali. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour Emma Scali, vous nous racontez aujourd'hui le point commun entre l'alimentation, mange et tais-toi, et la psyché, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous, bonjour Serge Rafal, bonjour Nicolas Rafal, bonjour Serge Erkberg. Alors, bien sûr, eh bien, depuis l'origine des temps, en fait, la nourriture a conditionné la survie des animaux humains que nous sommes. De fait, elle a structuré, on pourrait dire en grande partie, nos modes de fonctionnement sociaux et culturels. Mais bien que manger, en fait, soit une nécessité, eh bien, il existe un lien très étroit et assez indéniable entre la nutrition et nos émotions. C'est là que ça rejoint un petit peu la psychologie. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on ne mange pas uniquement, ou on ne mange plus uniquement par nécessité. D'ailleurs, la nourriture est disponible en grande quantité, en grande variété et de manière quasi permanente dans nos sociétés occidentales. Alors chez nous, c'est pas partout dans le monde, mais en tout cas ici, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et elle est au centre de notre vie sociale. Vous évoquiez le strudel tout à l'heure. Les événements familiaux, amicaux, les fêtes d'anniversaire, les repas d'affaires. Eh bien, dans toutes ces situations, en fait, la nourriture, elle n'est pas uniquement, j'ai envie de dire, considérée comme un moyen de subsistance, mais comme un vecteur d'échange et de communication interpersonnelle. Or, qu'est-ce qui se passe? Dès sa naissance, le nourrisson s'alimente par nécessité physiologique. Il ressent la faim, il réclame de la nourriture, et puis il ne cesse finalement de s'alimenter que quand il arrive à satiété. Cependant, à l'intérieur même de ce fonctionnement, qui est un fonctionnement archaïque, eh bien, il se tisse une part du lien affectif entre ce qu'on pourrait appeler en fait la mère nourricière ou toute autre figure parentale. Ça peut être le papa, les grands-parents. N'empêche que c'est la mère nourricière et l'enfant. Pourquoi ? Parce que notre tout premier rapport au monde, eh bien, il passe par la succion. En fait, il passe par la bouche. Et c'est ce qu'en psychopathologie, finalement, on appelle le stade oral. Et c'est là, en fait, que s'enclenche, d'une certaine manière, la toute première imbrication, j'ai envie de dire, entre notre rapport au monde, à la nourriture et notre affect. Ce qui veut dire, Emma, que le lien entre alimentation et émotion se met en place dès la naissance ? Alors, presque, mais pas tout à fait. Je m'explique. En fait, c'est quand l'enfant devient un petit peu plus autonome dans son alimentation qu'il va développer un véritable lien entre ses émotions et sa façon de manger. En fait, très souvent, les adultes qui composent l'entourage de l'enfant vont conditionner d'une certaine façon ce rapport. En fait, la nourriture va venir récompenser un comportement qui est conforme à leurs attentes, du style si t'es sage, t'auras du chocolat. À cette même période sera également mis en place en fait la nourriture qui vient consoler l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant est triste, par exemple, on va lui dire allez, ne pleure pas, je te donne un bonbon, ça va aller un peu mieux. Et souvent en fait dans ces deux cas, il s'agit d'aliments sucrés, j'imagine Nutri-Score. Pas terrible, qui vont être très rapidement en fait associés à des émotions très précises. Et alors quand l'enfant devient adulte, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ces aliments vont venir aussi le rassurer, le réconforter, le récompenser. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils incarnent d'une manière inconsciente, si vous voulez, l'attention, je dirais même peut-être l'affection en fait du parent. Et inversement, en fait, on va se rendre compte que parfois des émotions comme la colère ou la tristesse, eh bien, vont nous couper l'appétit. Ce qui veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cet affect, autour de cette alimentation, comme si en fait, par exemple, le vide affectif ou l'absence du parent, eh bien, était compensé par la nourriture, un peu comme un doudou, si vous voulez. En fait, tout dépend de l'environnement dans lequel on a grandi et dans lequel on se retrouve en fait à l'âge adulte, parce que la première chose qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que l'alimentation, c'est un phénomène qui implique plusieurs choses, qui implique l'esprit, le corps
et l'environnement dans lequel on a grandi ou dans lequel nous sommes. Et je crois à ce propos, Emma, qu'il existe 4 types de mangeurs. Alors, tout à fait. Alors, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Leslie Frazier, qui est professeure de psychologie à la Florida International University. Et selon elle, en fait, il existe 4 types d'attitudes envers l'alimentation. Premier type d'attitude, ce sont les mangeurs internes. En fait, lorsqu'ils sont stressés ou tristes, ou lorsqu'ils célèbrent, lorsqu'ils sont heureux, ils se mettent à manger. En fait, ils sont pas vraiment attentifs aux signaux de leur corps, si vous voulez. Ils mangent quand leur esprit ou leurs émotions leur disent « mange ». Les deuxièmes types de mangeurs, en fait, ce sont les mangeurs externes. C'est-à-dire, ce sont des mangeurs qui vont manger en réponse à ce qu'ils aperçoivent dans l'environnement. Alors, ça peut être les publicités, par exemple. Donc, ils vont être très sujets à manger en fonction des publicités. Ou alors, si leurs proches prennent une collation, par exemple, eux aussi en auront envie. Ça, ce sont les mangeurs externes. Ensuite, on a les mangeurs restrictifs. Alors, les mangeurs restrictifs, ils vont se concentrer sur ce qu'ils mangent et en quelle quantité. Donc, ils vont par exemple supprimer un groupe d'aliments particulier pour perdre du poids, ils vont examiner les calories et réellement, en fait, ce type de mangeur va accorder une importance au faible apport calorique, mais pas forcément à une bonne nutrition. C'est là qu'ils font parfois une petite erreur et ils vont manger en réponse, en fait, à des critères auto-imposés plutôt qu'à des indices physiologiques. Et c'est un peu ce qu'on retrouve chez un des personnages. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent la série Desperate Housewives. Alors, il y a plein de choses autour de la nourriture. Il y a un des personnages qui est Brie Van de Kamp, qui est très, très obsessionnelle comme ça. Elle fait à manger aux autres, elle les gave, mais elle mange rien du tout. Et enfin, on a les mangeurs intuitifs, qui sont ceux qui apprécient la nourriture, mais qui mangent en fonction des signaux de leur corps. Donc, ils mangent quand ils ont faim et ils arrêtent de manger ou ils ne mangent pas quand ils n'ont pas faim. Et ce sont ceux, finalement, qui sont le moins influencés ou bien par leur environnement, ou bien par leurs émotions. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ceux vers qui on devrait tous tendre d'une certaine façon. Alors, pour résumer, Emma. Pour résumer, si nous mangeons nos émotions, c'est peut-être que nous cherchons à combler un vide à l'intérieur de nous, que nous avons des difficultés à affronter une situation particulière, douloureuse, dont on pourrait dire d'une certaine manière, et là je reprends ma casquette de psychanalyste, qu'on a du mal à les digérer, ces situations-là. Alors, comment on va faire ? Le mieux, c'est d'essayer de trouver des substituts émotionnels. Plutôt que de manger, lire un livre, écouter de la musique, faire du sport, voir des amis et consulter un professionnel, un nutritionniste, mais aussi, pourquoi pas, un psychologue ou un psychanalyste qui nous aidera à comprendre ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous pour déconstruire nos schémas inconscients et reprendre la main, si je puis dire, d'une certaine façon sur nos comportements alimentaires pour éviter les troubles du comportement alimentaire. Merci Emma Scali, professeur, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu et très très intéressé. C'est vrai que manger, ça n'est pas simplement couvrir des besoins physiologiques, biologiques. On ne mange pas que pour couvrir des besoins en nutriments, mais on mange aussi des symboles. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est bien plus que de la biologie, c'est de l'émotion, c'est du social, de l'économique, du culturel. C'est identitaire. Absolument, ouais. Et c'est ça d'ailleurs qui est magnifique dans Bien l'alimentation. sûr. Merci Emma Scali. Je rappelle qu'on vous retrouve assez régulièrement sur Radio J. Mais tout à voilà, fait, vous faites des chroniques théâtrales, des chroniques alimentation, des chroniques psychologiques, gastronomiques. Je suis multifonctionnelle. Et on rappelle peut-être aussi le titre de votre dernier ouvrage, Série sur le divan. Oui, Série sur le divan, histoire et personnages en thérapie. Chez En volume. Merci Emma Scali. On passe tout de suite à la chronique suivante avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Michel Drucker. Bonjour, c'est Linda Lemay. Bonjour, c'est Philippe Lelouch. Bonjour, c'est Sanseverino. Bonjour. C'est Gérard Lenormand. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.
Et avec le docteur Vladimir Mitz. Bonjour, cher Vladimir. Bonjour docteur. Eh ben, un thème qui va vous intéresser également, professeur Erkberg, puisque avec Vladimir, on va parler des séquelles inesthétiques après la chirurgie bariatrique. Qu'est-ce que c'est exactement, bariatrique Bariatrique, ça veut dire cela concerne le poids. Voilà, moi je vais raconter une histoire, parce que tout ce que vous nous avez dit, c'est des généralités importantes. Nutri-Score, ça, mon ami est fantastiquement attaché au Nutri-Score. Mais dans mon métier, voilà ce que j'ai observé par exemple. Un exemple. Mélinda, une jolie femme, 4 enfants, 135 kilos. Elle commence à avoir du mal à marcher, les genoux commencent à faiblir un tout petit peu. Elle n'est pas vorace, parce que génétiquement, elle est programmée pour stocker de la graisse, et de la graisse en profondeur. La peau se distend, elle rêve de retrouver son corps de jeune fille. Pendant très longtemps, c'était très compliqué. Il fallait se priver de manger, et encore maintenant, c'est ce qu'on recommande dans un premier temps. Et puis voilà que dans les années 1990, un chirurgien belge a l'idée de mettre autour de l'œsophage un anneau. Ça évitait de coincer les dents avec du fil de fer. Et cet anneau autour de l'œsophage fait que les patients vont moins ingurgiter. Ça a été le début de ce qu'on a appelé la chirurgie bariatrique, qui était donc la chirurgie destinée à lutter contre la très grande obésité. Obésité, pas la petite obésité, mais quand on avait vraiment doublé ou triplé son poids, de façon à aider ces gens à ne pas mourir, parce qu'ils mouraient du diabète, ils mouraient de complications infectieuses, et donc il fallait les aider. Et toute cette chirurgie, elle a un but qui est de guérir. Et c'est très fréquent cette chirurgie. Il y a des dizaines de milliers de patients qui ont déjà été opérés depuis une trentaine d'années. Donc Mélinda, elle a d'abord eu cet anneau et ça n'a pas très bien marché. Après, elle est allée voir son chirurgien qui lui dit « Il y a une deuxième solution, je vais vous faire ce qu'on appelle un bypass ». Je suis sûr que parmi les gens qui nous entendent, beaucoup ont subi cette opération. Le bypass, c'est une opération où on va court-circuiter l'estomac. On mange, et ce qu'on mange va tout de suite descendre au niveau de l'intestin grêle et puis ensuite du côlon. Et donc, il y aura très peu d'absorption. Donc, le corps ne va pas stocker. Alors, ça a des inconvénients parce que quand on agit de la sorte, il y a beaucoup de nutriments très utiles qui ne sont pas ingérés et donc il faut avoir des supplémentations diverses. Eh bien, Mélinda, c'est ce qu'elle a fait. Elle a subi cette opération. Ça s'est bien passé. 6 mois après, elle pèse 80 kilos. C'est pas 60, mais c'est déjà 80 kilos. Elle est très heureuse, sa vie a changé, mais il se pose un problème. C'est que maintenant, elle n'ose plus se déshabiller devant son mari. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a les seins qui se sont vidés et écroulés, le ventre qui pendouille, les cuisses qui frottent, le moral à zéro. Et donc, ces patients, heureusement, ne sont pas si nombreux. Parmi tous les patients qui ont une chirurgie bariatrique, il n'y en a que peut-être 20% qui ont ces complications cutanées. Mais quand elles les ont, eh bien, il faut recourir aux chirurgiens plasticiens, ce que nous sommes. Et donc, il y a eu un grand nombre d'opérations diverses qui ont été mises au point pour traiter ces patients qui, en quelque sorte, ont un corps trop petit pour la peau qu'ils portent. Il faut donc faire des ajustements cutanés, et ce ne sont pas des opérations si simples que ça. Si c'est pas très compliqué de retendre la peau des bras ou l'intérieur des cuisses, au niveau du ventre, c'est beaucoup plus complexe. On est parfois amené à faire ce qu'on appelle des body lifts. C'est-à-dire, on essaie de rentrer la veste cutanée à l'intérieur du pantalon. La cicatrice fait le tour complet du corps. Mon maître Raymond Villain appelait ça la dermolipectomie circulaire. C'est une opération compliquée parce que sur la patiente endormie, il faut la retourner sur la table d'opération pour faire un côté puis l'autre. Donc tout ça pour dire que Mélinda a subi ces opérations. On ne fait pas tout en même temps. Il y avait eu des émissions américaines où on montrait ces patientes qui descendaient l'escalier et qui avaient été opérées pendant 12 à 14 heures et qui entraient grosses et qui sortaient complètement rajeunies et raffinées. C'est dangereux. Ce qu'on a appris avec le temps, et je le dis pour toutes les patientes qui nous écoutent, il faut faire plusieurs étapes pour ces opérations, parce que des opérations étagées, si j'ose dire, seront plus simples à supporter et comporteront moins de complications. Donc ça, c'est le bon timing, alors. C'est progressivement, on va faire plusieurs opérations, et pour chaque patiente, pour chaque déformation, on va essayer d'analyser quel est le plan thérapeutique que l'on peut proposer. Et en tout cas, en faisant ainsi, on a une très grande satisfaction parce que les patients retrouvent un corps qui s'est ajusté en quelque sorte à leur nouveau poids et psychologiquement, ils vont beaucoup mieux. Je ne dis pas qu'ils ont totalement changé leur appétence, mais probablement ils vérifient plus le Nutri-Score à partir de ce moment-là. Et un petit mot alors sur la prise en charge Sécu, alors quelle peut-elle être? Alors, les opérations de chirurgie
post-bariatriques sont prises en charge, par exemple, au niveau de l'abdomen, au niveau des membres, quand il y a trop de peau à l'intérieur des cuisses ou des bras. Par contre, il y a des opérations qui ne sont pas prises en charge. Le lifting du visage, si la peau tend, le fait que les seins tombent mais ne soient pas trop lourds, ce n'est pas pris en charge. Et la liposuction n'est pas prise en charge parce que ce qui est très curieux, c'est que ces patientes qui ont pu perdre 50 ou 60 kilos gardent parfois des amas graisseux au niveau du ventre ou au niveau des hanches. Il y a une graisse profonde qui ne part pas malgré ces régimes drastiques imposés par le bypass. Et donc on peut être amené à leur faire des liposuctions. Donc c'est un nouveau corps pour une nouvelle vie, mais il faut l'organiser, il faut le régenter. Et vous dites qu'il faut faire gaffe quand même, qu'il faut faire très très attention. Eh bien, Nicolas, vous avez une très jolie formule. Ouais, un nouveau corps pour une nouvelle vie. C'est ce que souhaitent énormément de patientes qui ne voient pas simplement dans le refus de s'alimenter ou dans l'arrêt de l'alimentation ou des années et des années de psychologie ou de psychothérapie. Ils ne voient pas une solution qui est pérenne pour eux. Et donc, ils cherchent à recourir à une solution qui est plus drastique. Mais là encore, si ces opérations bariatriques sont prises en charge par la sécurité sociale, c'est moyennant des consultations avec un psychologue, avec la vérification par des nutritionnistes qu'il y a un vrai problème de surpoids. Il y a des index que l'on doit respecter pour que ces opérations soient pratiquées avec prise en charge de la sécurité sociale, mais il y a aussi des patients qui le font par fainéantise et qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui recourent à ces opérations quand même relativement dangereuses, simplement pour être mieux dans leur peau. Un mot de commentaire peut-être, professeur Erkberg, sur ce besoin cette urgence que ressentent souvent les patientes ou les patients. Alors, oui, la chirurgie bariatrique c'est extrêmement important, ça a des indications très précises, vous l'avez rappelé, mais en effet ce que vous avez dit est tout à fait fondamental, ça n'est pas anodin, ça nécessite une vraie prise en charge, il faut rentrer donc dans des circuits dans lesquels les aspects à la fois physiologiques, biologiques, les conséquences que ça a et notamment psychologiques doivent être vraiment bien pris en charge. Aujourd'hui, il y a des filières qui s'occupent de cela, mais il faut vraiment rappeler que ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'engage à la légère. Il y a des vraies indications et il y a des conséquences qui doivent être prises en charge. Tout à fait. Eh ben merci, en tout cas, docteur Vladimir Mitz, et on passe sans transition. Eh bien, le temps a filé extrêmement vite avec vous, professeur Erkberg, et on a, je le disais, encore tellement de questions à vous poser qu'exceptionnellement, eh bien, on va pas faire la dernière chronique. La vie derrière soi, la vie derrière soi, c'est normalement, eh bien, des artistes, voilà, dont nous contemplons, eh bien, la carrière, la vie, leur santé et la façon dont ils sont morts. Et cette semaine, j'avais eu envie, le texte est écrit, mais on va continuer de s'entretenir avec vous puisqu'il nous reste quelques minutes. J'avais envie de vous parler de la vie derrière soi du cornichon à la juive. C'était ça le portrait. Pour une fois n'était pas coutume, ça n'était pas un artiste, mais en même temps le cornichon à la juive, c'est un artiste, effectivement. Donc je racontais qu'effectivement dans cette chronique, on n'en trouvait plus de vrais cornichons comme dans mon enfance à moi, peut-être comme dans votre enfance à vous. Le cornichon fermenté qu'on trouvait dans les barriques, voilà, chez Goldenberg ou ailleurs. Pourquoi c'est un immense aliment pour le microbiote intestinal? Pourquoi c'est si bon que ça pour la santé? Est-ce que vous confirmez déjà? En termes de Nutri-Score, combien pour le cornichon à la juive? Ça doit être très salé quand même. Le cornichon, ça a l'avantage d'être un légume. Un légume, malheureusement, il est en effet salé puisqu'il est dans une... conservé et préparé dans un liquide qui est évidemment extrêmement salé. Donc son Nutri-Score ne doit pas être le plus favorable. Mais là encore, je le rappelle, on a vu les aspects émotionnels. On peut manger des cornichons. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Cornichons avec une tranche de pain noir, avec un petit peu de foie haché? C'est bon pour la santé, ça ou pas? Écoutez, là encore, la nutrition aujourd'hui, c'est pas de donner des normes. Donc c'est pas d'être obsessionnel sur la santé, c'est simplement être conscient que lorsqu'on mange des choses qui ne sont pas parfaitement bien équilibrées sur le plan nutritionnel, il faut faire attention le reste du temps. Et puis, ces excès, si on mange 5 ou 6 cornichons très salés en même temps, ça doit être exceptionnel. Si on fait la fête, si on est dans une réunion, on a envie de se faire plaisir, on peut le faire, mais pas à chaque repas, tous les jours. Donc, avec du foie haché, avec du bouillon ou avec ce que l'on veut, oui, mais
pas en grande quantité. On voulait avoir votre sentiment sur l'avenir, puisqu'on parle du cornichon, donc fermenté, des bactéries fermentées associées à de l'eau, du sucre, du lait de coco pour remplacer les protéines animales. Un mot là-dessus ? Écoutez, je pense qu'il y a tout un tas de pistes qui s'ouvrent. Les protéines animales, on en a dans beaucoup d'aliments et c'est très bien comme cela, à la fois dans des aliments, de la viande, du poisson, qu'il faut plutôt privilégier, de la volaille, qu'il y a des protéines végétales qui sont très intéressantes, donc peut-être toutes ces formes un peu chimiques que l'on voit se développer ne sont pas des buts en soi. Et si on parlait tout à l'heure des émotions, pas sûr qu'on soit très très satisfait de manger ces produits sous des formes qui ne sont pas très liées à notre culture, notre histoire, notre identité. Alors j'ai vu, on termine, il nous reste vraiment quelques secondes pour terminer cette émission. J'ai lu que vous qui êtes contre les conflits d'intérêts avec des liens avec Mythique notamment, alors qu'on vous sait fidèle à une señorita. Oui, tout à fait. Alors l'histoire de Mythique, c'est extraordinaire, c'est que quand on a fait l'étude Suivimax, on a connu un jeune ingénieur qui nous a aidé à mettre en place le moyen de détourner le Minitel pour que ça ne coûte pas d'argent et collecter des données scientifiques. Et on a retrouvé 15 ans plus tard qu'il était devenu une personnalité très importante et qu'il avait créé Mythique. Je l'ai recontacté parce qu'on avait besoin de nouveaux volontaires pour études nutritionnelles de santé. Il a été loyal et fidèle. Il se rappelait de sa jeunesse, de nous avoir aidés. On l'avait pu le financer à l'époque. Et il a lancé, à travers de Mythique, un appel au volontariat pour notre étude. Et ça n'a rien à voir avec, en effet, la señorita avec laquelle je vis, qui est ma collègue et évidemment le grand amour de ma vie. Alors, dernière question, on présente votre ouvrage « Mangez tais-toi, professeur Serge Herberg, un nutritionniste face au lobby alimentaire ». Si je vous invite au café après l'émission, vous payez votre part ou pas ? Absolument, je pourrais même la vôtre, si vous n'êtes pas trop sensible à ce problème, je préfère payer la vôtre, mais maintenant les chercheurs doivent être très attentifs à n'avoir aucun lien d'intérêt. Merci en tout cas, professeur Serge Herberg. Mangez tais-toi, nutritionniste face au lobby agroalimentaire. Et je rappelle que l'intégralité des droits d'auteur de ce livre est reversée à la Maison d'Isieux et au Mémorial de la Shoah. C'était un honneur que vous soyez avec nous ce soir sur Radio J. Merci infiniment de votre visite. Merci Dr Serge Rafal. Merci Dr Vladimir Mitz. Bravo Emma Scali. Et bravo à Benjamin Arnaud en régie et à Clément également. Et tout de suite à 22h, c'est la rediffusion de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. À la semaine prochaine. Bonsoir. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.